si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, si tu ne commences pas à t'intéresser à l'IA et que tu as un métier de bureau, t'es quand même dans la merde. Enfin là, pour le coup, moi je connais pas un métier de bureau que je peux pas automatiser quasiment à 100% grâce à des outils d'intelligence artificielle. Il y a des enjeux géopolitiques qui sont énormes. J'avais fait une analyse du sujet, mais vraiment, la guerre de l'intelligence artificielle, ouais, c'est la guerre froide des années précédentes entre les États-Unis et la Russie, sauf que là, c'est les États-Unis et la Chine. Dans l'éducation nationale, moi c'est marrant, j'en ai parlé, réunion parents-prof, j'en ai parlé au prof de maths, et je lui dis mais vous en commencez à en parler un petit peu, parce que bon, c'est un sujet, en plus vous êtes un scientifique, c'est pour ça que je m'adresse à vous. J'ai pas senti un écho phénoménal, quoi. Dans l'éducation nationale, les échos que j'ai, ils n'ont pas encore eu de formation sur l'IA. Des fois, ça parle de ChatGPT, ils ne savent pas du tout à quoi ça sert, ils ne voient pas du tout comment ils pourraient l'utiliser au quotidien. Les IA chinoises sont vraiment révolutionnaires. DeepSeek, c'est un outil qui est performant. Néanmoins, quand tu vois sur les réseaux sociaux, que tu vois sur YouTube, des personnes qui te font des vidéos en te disant que DeepSeek gratuit est meilleur que le ChatGPT à $200 par mois, ça c'est totalement bullshit. Il y a beaucoup de chaînes de télé notamment et de groupes de médias qui sont en train de travailler sur des solutions d'intelligence artificielle pour créer des séries, des films à la demande. Donc on pourrait envisager demain qu'il y ait un Netflix sur lequel tu dirais je veux une série policière avec telle thématique, telle problématique et tels enjeux, tu cliques sur générer la série et tu génères ta série, tu génères ton film. Créer du contenu, bah c'est pas que tout rose en fait. C'est vrai que les gens voient, et ma femme, je te le disais, elle est prof, donc elle a des élèves qui veulent être youtubeurs, et quand elle voit le niveau de travail que ça demande, ça la fait rire. Derrière, forcément, quand on dit ouais, je veux être youtubeur mais j'ai pas envie de travailler, non, c'est pas du tout ça. J'étais à 300 vidéos en un an, en 2024, et du coup en juillet 2024, là j'ai refait un burn-out beaucoup plus costaud que celui de 2018 pour le coup, et là je suis encore dedans, hein. J'essaye de me relever, etc. C'est long, ça va mieux, mais je dois faire attention. Et pour tout te dire en toute transparence, tu me demandes si ma passion... Vous vous souvenez, l'année dernière, j'ai interviewé Pierre Noisa, un ingénieur passionné qui a été l'un des premiers à croire au potentiel de Bitcoin en France. Aujourd'hui, on est un peu à l'heure du Minitel en ce qui concerne les systèmes de paiement, avec les systèmes bancaires, et avec Bitcoin, on se rapprochera d'un modèle comme celui du web, beaucoup plus ouvert. Donc cette évolution-là, elle me semble inéluctable, c'est juste une question de temps. Dès 2011, alors que Bitcoin était encore méconnu, il a créé Paymium, une plateforme pionnière pour permettre aux Français d'acheter et de vendre du Bitcoin en toute sécurité. À l'époque, presque personne ne prenait ça au sérieux. Mais aujourd'hui, Bitcoin est devenu un pilier du web décentralisé. Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui fonctionne sans banque ni intermédiaire. On peut envoyer de l'argent partout dans le monde, facilement, rapidement et en toute sécurité. C'est une nouvelle façon d'échanger de la valeur, librement, en citoyen du monde. J'ai voulu me lancer moi aussi il y a quelques temps, mais surtout pas n'importe comment. J'avais besoin d'une plateforme fiable et j'ai découvert Paymium, pionnier depuis 2011, enregistré auprès de l'AMF, et en plus c'est une entreprise française, Cocorico. Chez Paymium, pas de produits financiers compliqués, juste du Bitcoin et quelques cryptos en toute transparence. C'est simple à utiliser, surtout quand on débute. Pour vous, ils offrent 10 € aujourd'hui en Bitcoin avec le code Planète1G10. Le lien, les infos sont en description de l'épisode. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est un partenariat sponsorisé par Paymium. Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Alors aujourd'hui, je fais une toute petite déviation. Je me suis permis d'inviter quelqu'un qui n'est pas ingénieur, mais on l'aime beaucoup. Bonjour Ludovic, comment ça va ? Salut Mathieu, je te remercie beaucoup. Ouais, effectivement, je suis pas ingénieur, mais c'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Non, mais personne n'est parfait, on est d'accord. Mais vu ta grande connaissance de l'intelligence artificielle, je me suis dit, bah, autant inviter quelqu'un qui connaît le sujet, qui est un grand spécialiste, puis en plus qui a une grande communauté autour de ça. Donc, ça va être un épisode super sympa. Eh bah ouais, carrément, cool. Ouais, c'est vrai que j'évolue, en tout cas dans un milieu où il y a pas mal d'ingénieurs dans l'intelligence artificielle. Mais ouais, bah avec plaisir. Là, si je peux éclairer tes auditeurs sur ce sujet qu'elle y a, ça sera avec plaisir. Bon, en plus, tu es à vrai, donc on se connaît. On a l'habitude d'échanger autour de nos vies de pseudo-influenceurs. Donc, bon, toi, tu es un cran au-dessus. Et on en parlera un petit peu dans l'émission. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, bah, j'ai envie de faire une première partie sur justement cette tendance de l'IA, toi, ce que tu constates, les évolutions complètement folles, la vitesse à laquelle ça va. On fera une deuxième partie parce que c'est aussi une de tes casquettes, les applications concrètes qu'on peut envisager dans le marketing et dans la vente B2B.
Et puis comme ça, moi aussi, je pourrais ramener un petit peu ma fraise. Et puis dans une troisième partie, on va parler un petit peu de toi, de sujets un peu plus perso. Je vois derrière, tu as une super plaque YouTube. Je voudrais qu'on parle un petit peu des implications vie pro, vie privée, ce que ça représente pour toi cet investissement dans YouTube. Et tu vas nous livrer les dessous, les revers de la médaille. J'ai une première question qui me vient à l'esprit. Toi, Ludo, tu as un master en marketing, donc tu as une orientation plutôt commerce. Et là, tu es complètement parti sur un sujet ultra technique. Comment les gens, justement, les ultra techniciens te perçoivent, toi, dans ce milieu-là? Est-ce que des fois, ça te déjoue un petit peu? Ouais, alors c'est marrant, super question, très intéressante, parce qu'il y a deux écoles, justement. Les ingénieurs qui trouvent que justement, j'ai un côté pédagogique, un côté vulgarisation qui passe très bien, et eux, ça les aide aussi à évangéliser un petit peu leur pratique, et du coup, on s'entend bien avec cette partie-là. Et il y a une autre catégorie des ingénieurs qui ont un peu plus de mal avec ça. En fait, je prends souvent l'analogie, alors c'est pas le moment de parler de lui parce qu'il est parti un peu en sucette, etc. Mais de Cyril Hanouna, je sais pas si tu te souviens quand il a commencé à faire des émissions politiques, etc. T'as tous les journalistes politiques qui lui sont tombés dessus parce qu'il avait des invités du gouvernement, etc. Et en gros, bah on lui disait, bah non, mais lui c'est pas un journaliste politique, pourquoi il fait des émissions sur ça, etc. Et tout le monde lui est tombé dessus alors qu'en fait il avait des scores d'audimat qui étaient exceptionnels et il a amené la politique auprès des jeunes et c'était assez incroyable. Et donc souvent, enfin ça arrive, je dis souvent, c'est une fois de temps en temps un commentaire qui va tomber d'un ingénieur qui va me reprendre parce que techniquement j'ai un peu le trop vulgarisé et donc ce que je dis, bah on n'est pas loin finalement d'une erreur plutôt que la vérité. Et en fait, tu sens bien qu'il y a certains ingénieurs qui sont un peu déçus que j'ai plus de visibilité qu'eux sur un sujet où pour le coup ils ont une expertise sans doute plus profonde que la mienne. Mais après, moi là, l'idée c'est vraiment d'apporter l'intelligence artificielle auprès de la population française, voire francophone, et c'est le grand public que je vise, pas ces ingénieurs-là forcément, en tout cas au départ. Donc voilà, ça m'arrive en fait d'avoir des tacles un peu à droite à gauche, c'est un petit peu le syndrome Hanouna, comme je le disais précédemment. On te souhaite autant de succès tout en gardant la tête sur les épaules. Ouais, je veux pas les polémiques, moi, ça m'intéresse pas. C'est une réflexion que je me faisais un peu à Noël entre la dinde et la bûche. Quand tu commences à parler d'intelligence artificielle, on a notre prisme. Alors, sûrement toi encore plus que moi, mais on a un prisme ultra technique. En plus, nous, on zone sur LinkedIn, donc on a l'impression que c'est un sujet qui est rabâché et qui est connu par tout le monde. Mais en fait, j'ai l'impression quand même que une grande partie des gens commencent à peine à le découvrir, à grand-peine à l'utiliser. Et puis, il y a même des portions de la population, je dirais, j'ai dit les seniors. Alors, la dernière fois, quelqu'un m'a repris en disant ouais, les seniors. Je dis bon, je prends un échantillon de seniors dans la rue. Je pense qu'il n'y en a aucun qui comprend ce que c'est un LLM. Donc, c'est quoi ta vision du sujet c'est quoi ta vision là-dessus, justement? Du coup, moi là-dessus, moi je peux te contredire en partie parce qu'évidemment, si tu vas interviewer des seniors, tu vas dans une maison de retraite et tu parles de ChatGPT, la grosse majorité va pas comprendre de quoi tu parles, ça c'est sûr et certain. Par contre, il y a une idée reçue là-dessus. Moi, je le vois d'un point de vue audience sur la chaîne, la typologie de mes spectateurs, j'ai 70% des gens qui ont plus de 35 ans et Ok. j'ai une plus grosse part de 60 ans et plus que de 18-25 ans. Donc ça, c'est assez intéressant. Et les retours que je peux avoir, c'est que beaucoup de seniors, même des retraités, s'intéressent à l'intelligence artificielle parce qu'ils voient le potentiel de la technologie et ils se disent, dans mon métier, si j'avais eu cette techno, j'aurais pu faire des choses incroyables. Et donc, ils essayent de bidouiller des trucs de leur côté. Donc, ils s'intéressent quand même au sujet et je pense qu'ils s'y intéressent plus que ce qu'on pense. Néanmoins, là-dessus, on va être très clair, la grosse partie de la population ne connaît pas l'intelligence artificielle, ont entendu parler de ChatGPT parce qu'ils ont dû voir ça une fois à la télé ou deux. Ils ont jamais mis les pieds dessus, ça c'est sûr et certain, et ils ne l'ont encore moins bien utilisé. En tout cas, ils l'ont pas utilisé avec les bonnes pratiques. Donc les résultats qu'ils ont obtenus, c'était pour se marrer lors d'un apéro, mais ça va pas plus loin. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle dans le domaine professionnel. Néanmoins, je sens une accélération là. C'est-à-dire que là, ça fait 2 ans moi que je publie du contenu IA sur YouTube. Depuis 2 mois, la courbe d'accélération, elle accélère et tu sens qu'il y a des nouveaux qui arrivent et qui se disent, ça y est, l'IA, elle est vraiment présente. Ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années que j'en entends parler. Il faut vraiment que je m'y mette maintenant parce que sinon, il sera trop tard. Et donc là, je sens qu'il y a une accélération. Mais la partie de la population, la majeure partie de la population n'a pas utilisé l'IA, ça c'est clair. Et les jeunes, justement, tu as un avis là-dessus ou... Les jeunes, du coup, ils sont là. Des fois, ça m'arrive, j'ai une formation justement sur l'intelligence artificielle où j'ai des gamins de 12-13 ans qui vont me montrer des choses incroyables qu'ils ont pu faire avec l'intelligence artificielle. Mais néanmoins, alors après, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être mon pub, enfin, c'est peut-être
ma manière de présenter les choses. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos longues, je rentre en détail, j'approfondis les sujets, etc. La génération TikTok, voir des vidéos de 40 minutes sur l'intelligence artificielle, c'est peut-être pas leur truc. Donc peut-être qu'ils viennent pas chez moi, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins intéressés que les personnes finalement expérimentées déjà sur le marché du travail avec 5 Ouais. ans d'expérience et plus, quoi. C'est vrai que la génération 70, 80, 90, 2000, on a vécu la transition Internet, Ouais. l'explosion de l'informatique, donc on a appris à s'intéresser à ces sujets, à les comprendre et à les appliquer. La génération après, moi j'ai l'impression que c'est plus une génération d'utilisateurs. Ils Mm. sont nés avec un iPhone dans les mains, Mm. qui est une transposition, enfin une grand-mère de 80 ans ou un enfant de 3 ans peut l'utiliser. Donc Ouais. voilà, tout a été pensé pour l'utilisateur et plus pour pas besoin d'aller comprendre ce qui se cache derrière. Donc tu crois que ça va jouer aussi par rapport à ça, l'IA ou... Ouais, c'est possible qu'il y ait du coup peut-être une moins grande nécessité de chercher à comprendre comment ça fonctionne parce que ça paraît naturel et parce que c'est simple, parce qu'on a un smartphone dans la main depuis notre naissance. C'est possible que ça joue. Néanmoins, moi, je suis assez convaincu quand même que si tu veux utiliser les choses correctement, faut comprendre comment ça fonctionne parce que les outils, ils évoluent, les fonctionnalités changent, mais finalement, le fond, généralement, si on parle par exemple de l'interaction avec une intelligence artificielle, ce qu'on appelle la rédaction de prompt, ça restera toujours les bonnes pratiques. Si tu ne connais pas les bonnes pratiques, si tu ne sais pas comment fonctionne une IA, tu pourras jamais lui parler de la meilleure des manières et donc les résultats que tu obtiendras seront forcément moins bons que quelqu'un qui comprend le sujet. Donc là-dessus, je pense que c'est un peu comme toutes les thématiques, mais peut-être que ça nécessite un niveau de maturité, j'en sais rien, peut-être supérieur pour pouvoir creuser le sujet ou pas, ou je te dis, c'est peut-être juste que moi, mes contenus ne sont pas la cible des 18-25 ans et ce qui est fort possible, j'ai plus l'âge, Ouais, donc tu connais pas d'influenceurs qui s'adressent particulièrement aux jeunes sur ce sujet il y en a sur TikTok. Après, là, moi, j'ai un compte TikTok, j'ai un compte Insta. Je vois que l'audience, c'est pas forcément la même sur des formats short. Il y a des YouTubeurs qui sont plus jeunes que moi. Il y a des YouTubeurs de 20 ans qui font des contenus IA. Mais j'ai l'impression que, enfin, quand je regarde un peu leurs commentaires, leurs trucs, j'ai pas l'impression que ce soit des personnes jeunes qui commentent, etc. Donc là-dessus, Ok, ça percute. Enfin, c'est un sujet peut-être qui n'est pas encore je tendance. pense que tant que tu es en études, ça te parle pas en Mm. fait. Enfin, l'IA, c'est vraiment, si tu veux t'y mettre, faut que tu arrives à en tirer un bénéfice vraiment à court terme et que ça t'aide à faire les choses plus vite, plus rapidement, plus confortablement. Quand tu es en études, bah, tu n'as peut-être pas besoin de ça, en tout cas, tant que tu n'es pas en train de faire des mémoires, des thèses, etc. Donc voilà, c'est peut-être la raison. Là-dessus, je sais pas trop. Ok. Et tu vois un peu aussi dans ton réseau une évolution dans l'éducation nationale. Moi, c'est marrant, j'en ai parlé, réunion parents-prof, j'en ai parlé au prof de maths. Et je lui dis, mais vous commencez à en parler un petit peu parce que bon, c'est un sujet. En plus, vous êtes un scientifique, c'est pour ça que je m'adresse à vous. J'ai pas senti un écho phénoménal, quoi. Donc, toi, dans ton réseau, tu vois un petit peu des initiatives pour approcher, pour introduire ça auprès des enfants ou... Ouais, on me contacte régulièrement pour savoir voir comment on peut utiliser l'IA dans l'éducation, dans l'enseignement. On va me contacter aussi pour voir comment on peut créer des ateliers justement pour aider les enfants à utiliser l'intelligence artificielle plutôt que la rejeter, mais ça reste vraiment une minorité. Moi, j'ai une prof de maths à la maison, donc je vois totalement le sujet. J'ai pas mal de profs dans mon entourage, donc eux vont utiliser l'intelligence artificielle parce que je les contamine entre guillemets. Mais c'est vrai que aujourd'hui, dans l'éducation nationale, les échos que j'ai, ils n'ont pas encore eu de formation sur l'IA. Des fois, ça parle de ChatGPT, ils savent pas du tout à quoi ça sert, ils voient pas du tout comment ils pourraient l'utiliser au quotidien. Donc en fait, ça reste très très vague et je pense pas que ce soit le domaine d'activité le plus early adopter qu'on va trouver sur le marché, quoi. Ludo, on revient un peu à l'actualité brûlante. On va pas être encore dans l'actualité du jour, mais on va être plutôt dans ce qui s'est passé un petit peu ces dernières semaines. En quelques mots, comment tu décrirais le moment complètement fou qu'on est en train de vivre autour de l'IA depuis quelques mois, justement? Comme tu dis, ouais, c'est complètement fou, c'est historique. Enfin, c'est hyper passionnant de vivre à une époque où il se passe quelque chose qui va vraiment bouleverser le monde. Donc ça, c'est vraiment moi quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que finalement, peu de gens se prennent conscience de cette évolution. Et ouais, je trouve ça vraiment incroyable. Il y a toutes les semaines une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire quelque chose qu'on n'avait pas encore imaginé il y a quelques semaines. Donc c'est ça qui est fou. C'est intéressant de se lever le matin et de se rendre compte qu'en fait, le soir même, il y a quelque chose, voilà, qui va nous permettre de faire des actions qu'on n'avait pas imaginées la veille. Donc voilà, je pense notamment aux agents IA. Aujourd'hui, on a la possibilité d'automatiser l'intelligence artificielle qui va prendre le contrôle de ton ordinateur, qui va pouvoir mener des actions pour toi. Ça, c'est passionnant et on n'aurait pas pu l'imaginer il y a quelques semaines ou quelques mois.
en tout cas. Et puis après, c'est aussi les évolutions d'un point de vue qualité. Générer par exemple des images ou générer des vidéos, c'est un truc que tu peux faire depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais si tu regardes à la vitesse à laquelle ça a été et aujourd'hui, la qualité des vidéos en 4K que tu peux générer ou encore la qualité des images ultra réalistes que tu peux générer d'un point de vue photo, enfin l'évolution voilà, là-dessus, elle est vraiment exponentielle. Ça, c'est passionnant à regarder. Et finalement, si on se projette juste 1 an en arrière et qu'on regarde voilà, la différence de qualité entre deux outils d'IA, c'est juste monumental en fait l'écart. Et il y a un moment où tu t'es dit, oh, putain, là, on a franchi un cap majeur. Là, on a franchi un truc quand même. Ouais, bah après, forcément, on a franchi quelque chose au moment de la sortie de ChatGPT. En fait, moi, l'intelligence artificielle, j'en fais depuis plus longtemps que ChatGPT. J'en faisais déjà en 2017-2018. On en reparlera peut-être dans le podcast après sur l'évolution de la chaîne. Mais voilà, l'IA, ça existe depuis longtemps. L'IA, elle est autour de nous depuis des années et des années. Si tu utilises Waze, il y a l'intelligence artificielle qui va te proposer le meilleur trajet. C'est l'intelligence artificielle qui va définir l'heure approximative à laquelle tu vas arriver en fonction du trafic. Si tu utilises Netflix, c'est l'intelligence artificielle qui va te faire des recommandations de séries, de films en fonction de ce que tu as regardé. Sur les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle qui pousse des posts ou non. Donc voilà, l'IA, c'est déjà partout, mais tu as senti effectivement avec la sortie de ChatGPT, donc c'était en novembre 2022, qu'il y a eu une accélération au niveau du grand public. Donc ça a été déjà un grand cap. Et après, l'autre cap pour moi, il a été fin d'année 2023, début d'année 2024, où on a commencé justement à parler automatisation, où on a commencé à parler de l'approche agentique dans l'intelligence artificielle, où on a commencé à se dire, bah voilà, on pourrait créer des agents IA, des sortes de robots qui pourraient mener des actions à notre place de manière autonome, c'est-à-dire qu'on est passé d'une intelligence artificielle qui générait du contenu à une intelligence artificielle qui exécute des actions. Et donc là, il y a eu vraiment une accélération de ce côté-là. Et là, on est aussi en train d'en vivre une autre avec les IA chinoises qui arrivent notamment sur le marché et forcément qui mettent la pression d'un point de vue évolution. On sent que ça s'accélère dans la qualité, dans le niveau de performance des modèles d'intelligence artificielle. Donc en gros, il y aurait eu 3 dates, novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT, fin 2023, début 2024 avec l'arrivée de l'approche agentique, et puis là en ce moment, ce qui se passe avec les IA chinoises, augmentation des performances des LLM. DeepSeek, c'est de la manipulation boursière ou c'est une vraie révolution? On commence à entendre des discours. Évidemment, les Américains doivent tenir la dragée haute, mais on a entendu des discours qu'ils auraient utilisé du code d'OpenAI. Il y a des calculateurs cachés, que les investissements ne sont pas du tout ceux qui étaient annoncés. En tout cas, c'est une révolution open source. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Du coup, là-dessus, il y a des enjeux géopolitiques qui sont énormes. J'avais fait une analyse du sujet, mais vraiment, la guerre de l'intelligence artificielle, ouais, c'est la guerre froide des années précédentes entre les États-Unis et la Russie, sauf que là, c'est les États-Unis et la Chine. Là, il y a vraiment beaucoup d'enjeux là-dessus. Donc, c'est clair qu'il y a des choses obscures qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir petit à petit. Néanmoins, les IA chinoises sont vraiment révolutionnaires. DeepSeek, c'est un outil qui est performant. Néanmoins, quand tu vois sur les réseaux sociaux, que tu vois sur YouTube, des personnes qui te font des vidéos en te disant que DeepSeek gratuit est meilleur que le chat GPT à $200 par mois, ça c'est totalement bullshit. C'est pas du tout le cas. DeepSeek aujourd'hui, si tu l'utilises en tant qu'utilisateur lambda, que tu fais pas attention au benchmark, les résultats que tu vas obtenir seront moins bons, ou en tout cas ils seront pas exceptionnels par rapport à ce que tu peux avoir avec la version gratuite de ChatGPT et encore moins avec une version payante. Mais ça reste un bon outil. Il y a un autre outil qui est sorti hier, il y a quelques heures, au moment où on enregistre ce podcast, qui est Qwen, qui est l'intelligence artificielle d'Alibaba, qui, moi, me paraît supérieure. Donc, en fait, vraiment, la Chine est en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle et ils ont pris l'angle de l'open source et ils ont pris l'angle des outils gratuits. Maintenant, il y a des biais, il y a des problématiques éthiques, etc. Il y a de la propagande dans certaines réponses que peut délivrer ces intelligences artificielles, mais en même temps, c'est un peu pareil du côté des US finalement. Donc là-dessus, ça va être intéressant à suivre. Mais il se passe vraiment beaucoup de choses en Chine et les IA que moi j'ai pu tester chinoises sont très performantes en fait. Après, on n'est pas au niveau de ChatGPT qui a de l'avance encore selon moi, mais on est quand même pas mal. Pour Monsieur Tout le Monde, alors moi c'est mon analyse du moment, mais pour Monsieur Tout le Monde, pour moi ça va trop vite. Si ChatGPT, Claude, Mistral. En fait, pour moi, l'utilisateur, le matin, j'ai envie d'arriver et que ce soit agnostique, que ce soit transparent. J'ai pas envie de me prendre la tête sur quel est le meilleur outil demain, changer tous les 4 matins. Et on revient au sujet des agents IA. Tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, ce qui va être intéressant, c'est de mettre à la disposition des travailleurs ou des personnes chez eux des environnements de travail pilotés par l'IA
mais complètement transparent. Et que monsieur tout le monde n'ait pas besoin de savoir écrire un prompt ou savoir quelle est l'IA qui est la plus performante, puisque de toute façon, la performance change tous les 4 matins. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Ouais, bah, je pense que c'est la prochaine étape, en fait. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des agents IA actuellement et que ça va être le sujet 2025-2026. Et c'est la raison aussi pour laquelle Bill Gates, il y a quelques années, avait expliqué que l'entreprise qui gagnerait la bataille de l'intelligence artificielle serait celle qui arriverait à créer un assistant personnel IA pour chaque individu de la planète. Et ça, c'est clair qu'on va y arriver demain. La majorité des gens vont attendre que l'intelligence artificielle puisse être utilisée aussi simplement qu'un iPhone, par exemple, avant de s'y mettre. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on n'y est pas encore. Donc, il y a quelques années d'ici là. Et la problématique, c'est que ça va vite, du coup, dans le sens des évolutions, mais ça va vite aussi dans les évolutions de la société et dans les impacts qu'on va avoir dans notre quotidien. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus, notamment l'impact que ça va avoir sur le marché du travail. Aujourd'hui, si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, si tu ne commences pas à t'intéresser à l'IA et que tu as un métier de bureau, tu es quand même dans la merde. Enfin là, pour le coup, moi, je connais pas un métier de bureau que je peux pas automatiser quasiment à 100% grâce à des outils d'intelligence artificielle. Et ça, si tu prends pas le wagon et que tu commences pas à monter en compétence sur ces sujets-là, demain, bah, tu vas te retrouver sur le marché du travail en concurrence avec des gens qui utilisent ces outils-là, qui sont plus productifs que toi, qui sont plus efficaces et qui peuvent abattre plus de travail que toi tout simplement et atteindre de meilleurs objectifs. Ça risque d'être compliqué. Donc moi, je trouve que ça va trop vite dans ce sens-là. C'est-à-dire que les évolutions, elles vont très très vite et du coup, la société ne suit pas. Donc je trouve que ça va vite dans ce sens-là. Après, effectivement, le fait de savoir quel outil utiliser. Moi, aujourd'hui, j'ai une réponse toute simple. Tu veux te mettre à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, focus-toi sur ChatGPT. C'est le plus efficace, c'est le plus connu, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs, c'est là où il y a le plus de fonctionnalités, un environnement complet. Tu es sur cet outil, tu peux tout faire. Tu peux faire des images, tu vas pouvoir faire de la vidéo très bientôt, tu peux faire du texte, tu peux tout faire. Donc, reste sur cet outil, teste-le et puis avance comme ça, quoi. C'est marrant parce qu'on a presque un attachement affectif à un moment donné. Moi, comme on avait vu DeepSeek, je suis ouais, mais attends, moi, ChatGPT, il me connaît. Quand je travaille avec lui, bon, des fois, je sais pas, il a des sauts d'humeur ou il y a un problème technique, il y a un problème de. Peut-être parce que j'ai arrêté mon abonnement, il a détecté, il commence à être un peu plus nul. Mais enfin, peu importe, il y a une relation affective qui s'engage et on se dit. C'est un peu comme Apple, Microsoft quand on se dit ouais bon bah moi je suis ChatGPT puis je changerai pas. Alors c'est un peu ça. Non. Ouais, bah c'est exactement ça. Enfin là, ChatGPT a la chance d'avoir pris l'avantage sur le marché de l'intelligence artificielle en sortant rapidement. Et aujourd'hui, il y a les ChatGPT maximalistes. Souvent, on me traite de ça aussi sur YouTube, alors que moi, c'est pas le cas. J'utilise vraiment beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que je vais recommander plutôt celui-là quand tu débutes parce que c'est le plus simple. Mais voilà, il y a ça. Il y a des ChatGPT maximalistes, comme il y a des gens qui ne jurent que par Apple. Et puis à l'inverse, bah, tu as des gens qui vont se dire, bah moi, je suis plutôt Android, donc je vais être plutôt Claude AI, Perplexity AI, etc. D'autres outils d'intelligence artificielle, et notamment les IA chinoises. Ça, je pense que c'est un petit peu aussi la contrepartie de Trump qui a voulu notamment interdire TikTok aux US. Ça a soulevé un petit peu les foules qui se sont dit, nous, on veut utiliser aussi des outils chinois parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et ils se sont mis à s'intéresser aux IA chinoises, je pense aussi un peu par conséquence finalement de l'interdiction de TikTok, alors que TikTok, c'est un réseau social. Mais voilà, je pense que c'est un peu la continuité aussi de tout ça. Donc voilà, il y a un peu de tout, mais c'est vrai que ouais, il y a des maximalistes de ChatGPT. Tu nous disais tout à l'heure, tu t'inquiètes un peu par rapport au marché du travail. Alors, toi, tu parles plus tu parles, peut-être je me suis trompé, j'ai mal compris, tu nous en diras. Tu parles pas vraiment de remplacement de l'humain dans le travail, mais plutôt de compétences, c'est-à-dire d'avoir cette corde-là à ton arc de compétences qui devient presque indispensable, comme savoir écrire ou t'exprimer. Carlos Diaz, je sais pas si tu connais de Silicon Carnet, lui qui est côté plutôt Californie, nous dit qu'en Europe, on voit pas la vague arriver du grand remplacement par l'IA. Moi, je trouve qu'il est un peu sur une position exagérée. J'ai fait un épisode avec Yannick Fellins, qui est un peu, lui, spécialiste de l'IA dans l'industrie et qui disait quand même, on est quand même loin du grand remplacement. Je vous invite à aller écouter cet épisode. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet éternel débat là, grand remplacement ou pas? Est-ce qu'on exagère le truc ou est-ce que vraiment on voit pas la vague qui arrive? Alors, on voit pas la vague qui arrive, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il faut remettre ça un petit peu en perspective. C'est-à-dire qu'à très court terme, là, sur les 2, 3 années à venir, les 5 années à venir, l'IA va pas remplacer notre job. Par contre, les personnes qui maîtrisent l'IA risquent de prendre le vôtre si vous ne l'utilisez pas. Ça, c'est sûr et certain. Néanmoins, on parle souvent d'AGI, c'est peut-être un concept que tu as entendu dans le monde de l'intelligence artificielle. En fait, on évoque d'ici 2027-2028
l'arrivée potentielle d'une intelligence artificielle qui serait plus intelligente que la majorité et que la globalité même de l'humanité. Et donc, en gros, à partir de là, on atteindrait un stade où, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui prendrait le relais dans le progrès technologique, qui prendrait le relais dans toutes les innovations. Et donc, on aurait un peu perdu le contrôle de tout ça. Et là, si c'est le cas, évidemment, l'intelligence artificielle pourrait supprimer beaucoup, beaucoup de métiers. Après, en vrai, Carlos Diaz, moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est juste que ça prendra du temps parce qu'il y aura des manifestations sociales avant, il y aura pas mal de trucs qui vont freiner le progrès technologique de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, comme je te l'ai dit précédemment, moi, je ne connais pas un métier de bureau que je ne peux pas automatiser quasiment à 100% avec de l'intelligence artificielle. Des comptables, des banquiers, des commerciaux, des marketeurs, pour ce que je connais par cœur, des juristes, des avocats potentiellement, etc. Aux États-Unis, ils sont déjà là-dessus à voir comment utiliser des agents IA pour remplacer des avocats. Donc, on avance vraiment vite. Et c'est vrai que nous, en France, et notamment avec toutes les régulations et tout ce qui peut nous protéger comme l'AI Act, bah, en fait, il y a certaines fonctionnalités dont on n'a pas encore accès en Union européenne, en France notamment, et du coup, on voit pas la vague arriver parce que bah, les outils sont pas aussi avancés aussi en France qu'ils le sont aux États-Unis, par exemple. Toi d'ailleurs, tu es aussi mal barré parce que tu es créateur de contenu. La création de contenu, je suis désolé, mais demain, on va être inondé de création de contenu par des IA. Alors moi, dans mon esprit, je pense qu'en tant qu'humain, on préférera consommer du contenu généré par des humains. J'espère voir arriver une sorte de certification de contenu créé par des humains. Je sais que les fabricants de caméras, d'appareils sur une norme, et ça avance très bien, on saura que la photo a bien été prise par un humain et que ça n'a pas été généré par un IA. Toi, tu crains pour ta vie de créateur de contenu ou qu'est-ce que tu penses de ça justement? Alors moi, je crains pas parce qu'il y a toujours un peu cet aspect authenticité, storytelling, Ouais. personnalité qui fait que tu vas toujours accrocher ou non aux créateurs de contenu. Donc il y aura ça. Après, il y a aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. J'ai la possibilité de me cloner. J'ai la possibilité de faire des shorts sur certains sujets qui ne sont pas moi, qui sont animés par mon avatar IA. Donc j'ai la possibilité de me dupliquer dans différents formats, de partager plus de contenu que je pourrais le faire sans l'intelligence artificielle. Donc, il y a une opportunité, mais il y a aussi une menace. Et pour tout te dire, moi, je parle pas mal avec les médias, etc., là-dessus, et notamment les chaînes de télévision qui ont des projets avec l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup de chaînes de télé notamment et de groupes de médias qui sont en train de travailler sur des solutions d'intelligence artificielle pour créer des séries, des films à la demande. Donc, on pourrait envisager demain qu'il y ait un Netflix sur lequel tu dirais, je veux une série policière avec telle thématique, telle problématique et tels enjeux. Tu cliques sur générer la série et tu génères ta série, tu génères ton film. Et donc demain, on pourrait envisager d'aller sur YouTube et dire, bah moi j'aimerais une vidéo qui parle de tel et tel sujet avec un homme et que ce soit fait de telle et telle manière. Tu cliques sur générer et tu as une vidéo. Et là, du coup, effectivement, moi je ne sers plus à rien. Alors si ça arrive, bah ça arrivera et on s'adaptera, on verra comment on réagit à tout ça. Mais oui, enfin ça c'est clair que ça va arriver. Et aujourd'hui, on le voit aussi avec les influenceurs IA. Il y a beaucoup de personnes qui font des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros avec des influenceurs IA créés de toutes pièces. Ils ont des comptes Instagram avec plusieurs millions d'abonnés. Ils ont des chaînes YouTube parfois avec plusieurs millions d'abonnés juste en ayant créé un avatar IA. Donc ça existe déjà aujourd'hui. Je le vois même chez des concurrents à moi. Et c'est là en fait. Enfin, c'est pas. Enfin, ça aussi, il faut que les gens en aient conscience. Il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, des images qui tournent sur les réseaux sociaux, c'est totalement fake. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, c'est du contenu créé par IA, quoi. Ok. J'en étais pas là, moi. Alors, je suis pas un bon grand consommateur de contenu parce que j'en crée, mais j'en fais pas. Moi, mon créneau, c'est l'humain. Hein. J'interviewe des humains, on échange entre humains. Voilà, ceux qui viennent sur la chaîne, c'est un peu, voilà, c'est un peu vintage encore, quoi. Peut-être mon Vintage. avatar, en fait. Hein. Ben ouais, ça se voit d'ailleurs. Enfin non, t'as dit des gros mots. À point que tu l'aies programmé pour dire des c'est gros vrai, mots. c'est vrai. Alors alors toi tu connais peut-être pas, je sais pas si tu connais, je sais pas. Mais là c'est la question Jean-Marc Jancovici. Si tu connais l'émission ou je sais pas si tu connais Jean-Marc. C'est la question Jean-Marc Jancovici. L'IA ça sert à rien pour lui. Pour lui on bouffe de la ressource pour que dalle et générer du contenu numérique qui sert à que dalle. Moi, je suis plus modéré sur le sujet. Quand même, quand tu échanges avec des ingés dans plusieurs milieux, spatial, météorologique, médecine, industrie, énergie, on voit quand même des applications qui pourraient être complètement dingues.
Toi, du coup, c'est quoi ton point de vue? T'es plutôt team Janko ou team, team pas trop? Bah, je pense que là, c'est pareil, il y a les deux sons de cloche. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, 90% des utilisations des intelligences artificielles par les particuliers, ouais, effectivement, ça sert à rien. Quand tu vas générer une image d'un chat qui fait du skate, comme je le fais parfois sur ma chaîne YouTube, ça, évidemment, ça sert à rien. Par contre, quand tu regardes les applications dans des domaines de santé, quand tu regardes des applications dans le domaine de l'énergie, etc., et quand tu vois aussi l'évolution, la vitesse à laquelle évoluent les intelligences artificielles, il est sûr et certain que dans les années à venir, on va pouvoir résoudre des problématiques qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui humainement. Je pense à soigner des maladies qui sont aujourd'hui incurables. Demain, l'intelligence artificielle, en pouvant traiter des milliards et des milliards de données, mettre en corrélation des informations que nous-mêmes, on ne pourrait pas imaginer reliées ensemble, ça va permettre de régler pas mal de défis. Je pense aux défis climatiques aujourd'hui. On dit beaucoup l'intelligence artificielle, c'est pas bon pour la planète parce que ça consomme beaucoup de ressources, les data centers, etc., etc. C'est vrai. Sauf que l'intelligence artificielle demain, avec son niveau de performance, va être capable d'imaginer peut-être d'autres énergies renouvelables, d'autres manières de consommer et va peut-être même, pourquoi pas, et moi après je suis peut-être trop idéaliste là-dessus et on verra dans 10-15 ans peut-être que je passerai pour un gros con si on ressort ce passage du podcast, mais je pense vraiment que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à résoudre le défi climatique qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Enfin, pour moi, ça me paraît insoluble. Ouais. Et donc là, Ouais. ça pourrait être des solutions. Donc moi, j'ai vraiment, enfin, je suis enthousiaste par rapport à ça. Ça va nous aider dans beaucoup de pans de la société. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que générer une vidéo sur Sora ou encore générer une image sur Midjourney, est-ce que ça sert à quelque chose? À toi de voir, quoi. Mais Bon, on fait quand même beaucoup de choses qui servent à rien, qui sont pas néfastes pour la planète, mais bon, après, ça quand même. aussi. Mais je reviens sur même la consommation énergétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais regarde, DeepSeek, alors avec des pincettes, mais peut faire tourner sur peut-être quoi, 10 fois, 100 fois moins de ressources graphiques que OpenAI. Nvidia a montré il y a un mois des cartes à $250 qu'ils sont capables de faire tourner de l'IA pour justement la robotique et les. Donc, de cette question de consommation énergétique, pour moi, c'est toujours un peu une fausse question quand même. Enfin, C'est très temporaire, en fait, c'est très temporaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la consommation énergétique d'un prompt, d'une génération d'un texte, d'une image, ça reste quand même très élevé. Et oui, alors après, si tu compares, tu te fais des analogies, et bah oui, ça, je crois que j'avais vu une étude qui disait que l'IA consommait plus que l'aviation, je crois, sur une année ou je sais pas quoi. À court terme, enfin là, à court terme, oui, c'est possible. Maintenant, les technologies ont déjà tellement évolué en 2 ans. Par exemple, il y a une technologie qui s'appelle Mixture of Experts, qui permet à un modèle de langage d'utiliser qu'une partie de sa puissance informatique pour répondre au mieux à la question de l'utilisateur. Et donc, bah ça va forcément se développer. On va pouvoir entraîner des modèles qui seront de plus en plus petits. C'est un peu comme le smartphone, c'est un peu comme la puce informatique à l'époque. Il fallait les gros PC pour pouvoir faire tourner ne serait-ce qu'une vidéo sur Internet. Et puis maintenant, on peut te faire tourner quasiment une vidéo sur une montre connectée. Donc voilà, tout ça, ça va évoluer. La consommation d'énergie va évoluer. Et on est en plein dedans et ça va être très très rapide. Je pense que ouais, la question de la consommation énergétique dans quelques mois, quelques années, ça sera réglé, je pense. qu'est-ce que tu attends le plus, toi, et qu'est-ce qui t'excite le plus là, dans ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois là? Bah là, c'est vrai que moi, ce qui m'excite le plus, c'est toute la partie agent IA. Donc là, on sent que ça arrive. Aujourd'hui, pour mettre en place des agents IA, il faut quand même quelques connaissances en intelligence artificielle, il va falloir quelques connaissances en informatique, il va falloir toucher du Python, il va falloir faire pas mal de trucs. Donc ça reste peu accessible au grand public. Néanmoins, tu l'as peut-être remarqué sur ChatGPT, il y a quelques signaux qui montrent que les agents IA vont directement arriver dans ChatGPT et donc là, vont être directement entre les mains du grand public. Et ça, ouais, moi, ça m'excite vraiment pas mal parce qu'on va pouvoir automatiser des trucs de fou juste en demandant ça à ChatGPT. Je sais pas si tu as vu ça. Sur ChatGPT, il y a une fonctionnalité qui est sortie il y a quelques jours qui s'appelle ChatGPT Task qui te permet de demander à ChatGPT de t'envoyer, par exemple, tous les matins une citation de motivation ou encore une revue d'actualité sur un sujet spécifique. Ça, c'est pratique, mais ça reste une tâche, j'allais dire, basique. Et pour le coup, si on prend la question que tu me posais tout à l'heure, ouais, ça sert à rien. Ça sert pas à grand-chose, c'est juste gadget. Néanmoins, quand demain, tu vas être capable de dire à ChatGPT, je veux que tu me fasses mon menu pour demain, que tu me fasses la liste de courses et que tu commandes pour moi les produits et que j'aille chercher ça au drive tranquille, là, on va commencer à avoir des choses intéressantes. Et ça va arriver courant 2025, voire courant 2026. Mais Ouais. pour moi, c'est là d'ici cet été, ça. Ouais.
Ouais, mais je pense que ça passera par des applis tierces ou des choses où des gens vont Ouais. développer. Alors, je vais faire la transition avec le B2B. Moi, j'ai profité de la période de vacances pour essayer de digérer un petit peu tout ça. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut aujourd'hui mettre dans les mains des gens des outils où ils peuvent travailler. C'est comme le mécano ou le boulanger. Le matin, il arrive, bah, il a ses outils à dispo. Il se demande pas quel prompt il va écrire ou quel cruciforme il va construire, etc. Et je pense que effectivement, comme tu dis, on peut aller à l'époque, il y a un an, on pouvait créer ses GPT, on Mm. pouvait peut-être l'avoir des tasks, mais moi, ce que je vois dans la démocratisation du truc, c'est que par exemple, tu vois, je prends une équipe commerciale, bah, je lui mets une plateforme à disposition pour l'entreprise XY, et puis les gars, bah, là, vous avez le bot pour faire votre veille, vous avez le bot d'organisation d'un conférence. Alors moi, je me suis amusé, j'ai mis en place cette petite plateforme. Alors c'est vraiment très basique, hein, je suis pas dans ce que toi tu fais, mais voilà, j'ai mis à disposition une plateforme. On a un bot qui écrit la strat LinkedIn, un bot qui va écrire le post, un article, un bot qui va écrire le webinaire. Les gens qui n'ont pas envie de prompter et qui n'ont pas envie d'aller suivre ta formation avec the best prompt of to do it, je plaisante, eh ben, ils ont à portée de main une plateforme. Alors, et je pense que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas envie, comme tu disais, d'aller dans Make, d'aller dans Zapper, d'aller faire des connexions dans tous les sens. Voilà. Mais et puis le deuxième point, c'était moi aujourd'hui, je suis manager ou dirigeant. J'ai pas envie que chacun construise son petit truc dans son côté et puis qu'on a un truc assez foutoir. J'aimerais bien que mes équipes elles soient sur des plateformes où chacun utilise ait le même niveau de connaissance, le même niveau d'outils et voilà. Je pense que c'est ça, non, aussi les agents IA dans le monde professionnel. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, nous, on en implémente pas mal dans des boîtes. Après, c'est vrai que généralement, c'est ce qu'on appelle le syndrome, enfin le symptôme ou je sais pas quoi, Shadow Ouais, AI, là, le concept qu'on ouais. voit beaucoup sur LinkedIn de gens qui se plaignent que des salariés utilisent l'IA dans leur coin pour faire des choses et que c'est pas vraiment bien organisé d'un point de vue interne et tout. Bah, c'est le cas dans quasiment la majorité des Bah oui, entreprises. Mais évidemment. néanmoins, aujourd'hui, tu as des outils, je pense notamment à Relevance AI, qui est un outil plutôt pas mal pour ça, où tu vas pouvoir créer carrément des équipes d'agents IA. Donc moi, j'ai créé des choses pour des boîtes et j'ai des choses aussi qui tournent pour moi, où je vais avoir par exemple un agent IA qui va être manager, qui dans son équipe, il va avoir plusieurs agents IA de prospection, par exemple pour LinkedIn, prospection par téléphone, prospection par email, et qui vont pouvoir utiliser des outils d'intelligence artificielle spécifiques comme l'envoi d'emails ou encore la rédaction de contenu ou la génération, pourquoi pas, de vidéos ou d'images, etc. Et là, tu te retrouves à manager des agents IA. Ça, c'est possible que ce soit un métier demain dans une boîte où tu sois le manager d'une équipe 100% intelligence artificielle, notamment dans les métiers du marketing, notamment dans les métiers du commerce. Aujourd'hui, on peut tout automatiser. Moi, la prospection, que ce soit par téléphone, par texte, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, etc., je peux te l'automatiser de A à Z sans qu'il y ait aucun commercial dans ta boîte. Jusqu'à la prise de rendez-vous avec le DG, etc. Enfin, ça se fait en une demi-journée, c'est plié, quoi. C'est fou, hein. Ouais, justement, explique-nous un peu comment tu ferais demain si tu devais partir from scratch, tu as une équipe, enfin tu as une boîte et tu dis ok voilà, moi j'ai pas le temps de prospecter, je veux mettre en Ouais. place cette prospection automatisée 100% par comment tu ferais? Ouais, alors du coup, moi, j'utiliserai l'outil dont je te parlais tout à l'heure, Mm. Relevance AI. Je pense que dans quelques mois, les personnes qui utiliseront, enfin, qui écouteront ton podcast encore, là, ils auront carrément la solution sur ChatGPT. Aujourd'hui, on peut le faire de manière assez basique déjà avec les GPTs dont tu parlais tout à l'heure. Les GPTs, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de ChatGPT personnalisé que tu vas pouvoir créer pour des tâches spécifiques. Donc, tu peux, par exemple, créer un GPT pour te rédiger des emails de prospection ou encore un GPT pour te rédiger des posts de prospection sur LinkedIn. Voilà le genre de truc que tu peux faire. Donc moi, aujourd'hui, ce que je ferais, c'est ça. Je crée une équipe d'agents IA. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Je crée une équipe d'agents IA marketing pour me faire de la prospection inbound, j'allais dire, de la stratégie inbound pour créer du contenu et attirer des clients. Et je mettrai en place une équipe d'agents IA pour faire de l'outbound, donc aller prospecter sur LinkedIn, aller prospecter par téléphone, aller prospecter par email. Aujourd'hui, tu peux te créer un agent IA. Sur ChatGPT, ça va être un peu plus compliqué encore pour le moment, mais ça va arriver. Mais avec un outil comme Relevance IA, tu peux créer un agent IA qui va te faire de la prospection, qui va aller scraper les résultats Google, qui va trouver les adresses email des prospects qu'il a identifiés sur Google et qui va directement leur envoyer des emails et gérer les relances et gérer les réponses, etc., etc. Donc derrière, tu n'as plus qu'à automatiser tout ça et ton service commercial tourne tout seul en fait.
Alors, automatiser, c'est complètement dingue, hein. J'irai voir cette vidéo, j'ai pas eu le temps. Alors, j'essaye de suivre ton contenu, mais c'est vrai qu'on c'est comme l'évolution de l'IA, hein. Le contenu de Ludo, il faut suivre, hein. Il y a une vidéo par jour. Moi, ma femme, elle m'a dit, tu choisis, hein. C'est le kendo ou Ludo, on peut pas. Mais blague à part, avant d'automatiser, il faut savoir faire. Moi, j'ai encore beaucoup de gens qui viennent me voir. On part de zéro, ils me disent, moi, j'aimerais bien automatiser ma prospection. Je lui dis, t'as déjà prospecté dans ta vie? Non. Bon, bah, commence par apprendre à marcher, et puis après, on te mettra dans la Ferrari, quoi. Voilà, encore une fois, bon, ça me paraît basique. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça. Mais pour les gens qui sont plus avancés, où est-ce que tu places le curseur, toi, entre l'automatisation complète et à un moment donné, il faut remettre la main dans ce qui se passe, tu vois? Moi, je dirais, j'ai pas envie que quelqu'un envoie des emails en mon nom 100% automatisés sans que j'ai regardé ce qu'il a écrit, tu vois. Et puis si finalement tu passes ton temps à regarder ce qu'il a écrit plus vite que de l'écrire soi-même. Non, mais donc, Ouais, mais ça, on est carrément d'accord là-dessus. Alors, le premier point, déjà, tu as raison à 100%. Aujourd'hui, si tu veux automatiser ta prospection commerciale ou n'importe quoi dans ton entreprise et que tu n'as pas un process documenté sur ce sujet spécifique, ça sert à rien. Si tu fais mal les choses et que tu automatises ça, ce process-là qui n'existe pas ou qui est bancal, forcément, les résultats que tu vas obtenir seront juste exponentiels, mais exponentiels dans le mauvais sens. Donc, ça, c'est pas du tout recommandé. Il te faut un bon process avant de démarrer. Ça, c'est le premier truc qu'on fait, nous, quand on implémente l'IA dans les boîtes. On essaye de voir avec les équipes s'il y a des process. S'il n'y a pas de process, on va déjà documenter des process et après, on parlera intelligence artificielle et après, on parlera automatisation. Donc ça, c'est le premier point. Après, une fois que tu as passé ça, que tu as ton process, tu sais comment tu fonctionnes, quelle est la part? Pour moi, tu peux tout automatiser aujourd'hui sans avoir à regarder ce que fait l'intelligence artificielle. Néanmoins, il faut y aller un pas après l'autre. Il faut fonctionner un petit peu en mode laboratoire au départ. Tu vas faire des tests sur un échantillon de ta base de prospects, par exemple, un échantillon très, 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 très faible, pardonne-moi, et tu vas pouvoir regarder comment ça fonctionne et tu vas affiner au fil de l'eau. Même moi, aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai sur l'intelligence artificielle, je ne peux pas arriver dans une boîte et lancer directement une équipe d'agents IA automatique et dire non, c'est bon, il n'y a plus besoin de regarder, ça va se faire tout seul. Il y a des ajustements à apporter. Même moi, j'essaye des choses pour moi. Des fois, ça marche pas, je vais devoir ajuster. Donc, il faut toujours y aller en mode expérimentation, itération, et puis voilà, analyser les choses, tirer des conclusions. Mais une fois que tu as fait ça, une fois aussi, et c'est là aussi où on parlait compréhension tout à l'heure de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est essentiel. Si tu comprends comment fonctionne l'IA, tu comprends comment, du coup, la paramétrer, que tu comprends comment lui parler, donc rédiger des prompts, pour moi, ça reste quand même essentiel, encore aujourd'hui en tout cas. Si tu sais faire tout ça, bah en fait, au bout d'un moment, tu vas trouver l'équation parfaite et ton automatisation, une fois qu'elle fonctionne, plus besoin de revenir dessus. Tu l'as validée, tu l'as fait et tu peux la déployer à grande échelle et c'est parti. Ouais, non mais complètement. Et ce que je voyais fou moi dans le marketing, alors tu me diras, bon il y a cette gestion de la prospection automatisée, mais il y a aussi la gestion des visiteurs sur ton site, d'engager. Quelqu'un arrive sur ton site, tu vas engager tout de suite une conversation sur LinkedIn avec lui pour dire tiens super, il reçoit un email. Enfin limite l'IA analyse la personnalité et puis va générer un use case similaire au business. Toi tu es toujours sur tes use cases génériques, pas personnalisé, lui, l'IA va le faire. C'est vrai que l'extension, elle est. Quand tu commences quand tu connais les process de ce qu'il faut faire et que tu dis, bah voilà, on en est là, tu dis, mais non, elle pourra pas faire, mais si, elle pourra faire. Et puis en fait, ça va. Et en sachant que changer. ça, tu pouvais le faire en 2018-2019 déjà, hein. Enfin ça, là, les gens ont découvert l'IA effectivement avec ChatGPT. Nous, ce que tu es en train de décrire là, on l'a implémenté dans les boîtes avant le Covid. Ça, c'est des choses comme ça qu'on pouvait faire, scorer les prospects grâce à l'intelligence artificielle, définir leur profil, définir le type de contenu à leur envoyer automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, c'est des trucs qui se faisaient déjà il y a 7-8 ans quasiment. Donc en fait, aujourd'hui, les outils sont bien plus accessibles, mais carrément, enfin ça, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur en fait pour les boîtes. Et même sur les phases, alors il y en a qui disent le commercial est protégé, pas tant que ça, tu vois, parce que sur la phase de découverte, en fait, un IA ferait beaucoup mieux qu'un commercial qui cherche ses questions, qui arrive pas à rebondir, qui pose que des questions fermées, qui part direct dans son produit. Après, toi, tu la vois où la limite? Moi, j'ai encore, bon, je suis commercial de formation en plus d'être ingénieur, donc j'ai la croyance de me dire que les humains aiment bien acheter aux humains. Oui. Mais tu la verrais où, toi, la limite, justement, par rapport à ça? Non, mais aujourd'hui, tu as totalement raison. Et nous, généralement, ce qu'on va faire quand on va automatiser la prospection, on va automatiser toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, bah, tu le sais très bien, hein, puisque c'est ton domaine d'activité. Aujourd'hui, quand tu es dans le commerce, et notamment le commerce B2B, pour
conclure un deal, les cycles de vente sont à rallonge. Tu dois rassurer, pardonne-moi, toujours plus tes prospects qui sont dans l'inconnu, qui doivent sortir de l'argent, mais en fait, ils doivent penser d'abord à en rentrer avant d'en sortir. Donc, en fait, ils repoussent toujours à plus tard la validation du deal, etc. Donc, aujourd'hui, un commercial, même s'il parle avec un prospect qui est mature, qui est quasiment prêt à acheter, il va devoir passer des heures et des heures avec ce prospect, surtout si son produit est complexe, avant de le conclure. Donc en fait, c'est pas que le commercial va moins travailler avec l'intelligence artificielle, mais c'est juste qu'il va allouer son temps aux prospects les plus matures pour améliorer ses chances de conversion. Donc en fait, moi généralement, justement, tout ce qui est phase de découverte, tout ce qui est phase de maturation d'un prospect, bah ça, je vais le confier à l'intelligence artificielle. Par contre, à la fin, j'allais dire, voilà, tirer le penalty et mettre le ballon au fond du filet. Là, c'est le commercial qui gère, qui va pouvoir prendre le temps aussi de parler avec son prospect, de l'analyser, de le rassurer, de lui faire la démo parfaite, bien personnalisée, etc. Parce qu'il n'aura pas toute la phase de découverte ou de qualification au préalable à faire. Donc, c'est ça un peu le curseur pour moi. Ok, ok, ok. C'est quoi ton plus gros raté dans ce que tu as testé je sais pas, d'envoi d'email complètement foireux ou un truc. Alors moi, du coup, vu que c'est ma formation, bah, ça m'est arrivé comme tout le monde, mais là, c'était il y a 10 ans quasiment maintenant, en faisant des automatisations. Bah, tu sais, tu lances ton automatisation et puis ton jeton de personnalisation, prénom ou non, bah, c'est pas mis et t'as envoyé du coup ton email qui est bonjour prénom et du coup, ça a été problématique. Mais à part ça, moi, j'ai pas trop de loupés parce que ouais, pour le coup, c'est vraiment le truc que je maîtrise. Par contre, des loupés, ouais, j'en vois beaucoup. Enfin, des gens qui t'envoient le mauvais prénom ou alors qui ont laissé leur jeton de personnalisation qui se sont pas activés. Je reçois tous les jours sur LinkedIn. Je pense que tu en vois toi aussi. Tu reçois des messages privés automatiques sur LinkedIn. Il y a prénom entre crochets, il y a entreprise entre crochets et merde, l'automatisation n'a pas fonctionné. Donc ça arrive des loupés de ce genre, quoi. Ouais, à la limite, je dirais, si je reçois un truc comme ça me choque pas. Je le lis toujours par curiosité et Ah ouais 99% des messages sont nuls en fait. Ah bah, Moi, c'est ça qui me ouais. choque. Et si j'ai un message à faire passer aux gens, comprenez quand même que quand vous contactez une personne sur LinkedIn aujourd'hui, si vous proposez une conférence sur un sujet qui intéresse ou un article, ok, vous pouvez automatiser. Mais automatisez pas un message un pavé comme ça qui dit j'ai le super meilleur produit du marché, vas-y viens voir, en disant en plus au début super pour ton podcast, tu recrutes des trucs des fois n'importe quoi. Oui, bah complètement. Ouais. Et, Là-dessus, et à l'ère de l'IA, moi je pense que toujours la meilleure formule qui fonctionne, c'est flatter les égos sur LinkedIn pour engager avec quelqu'un. C'est le meilleur moyen quand même de l'intéresser. ah ben là, de toute façon, là c'est avec IA ou sans IA. Là, quand tu reçois des messages de prospection juste pour dire mon produit c'est le meilleur, en fait, quand tu sais que 99% des prospects que tu vas identifier sur un réseau social ou n'importe où ailleurs sont pas prêts à acheter, leur parler directement de la solution, là, ça fait pas sens. Donc, il faut effectivement leur parler de leurs problématiques, leur partager de la valeur avant quoi que ce soit. Ça, on peut l'automatiser avec l'intelligence artificielle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, bah voilà, partager un contenu type un article de blog ou encore un e-book, un PDF, etc., qui répondrait à une problématique spécifique de votre prospect, c'est facile avec l'intelligence artificielle parce que ChatGPT peut créer l'e-book pour vous, il peut créer le message de prospection pour vous, voire même il peut l'envoyer pour vous si vous passez un petit peu par les outils d'automatisation. Donc en fait, ça, voilà, ça c'était tiens, par exemple, c'était une objection que j'avais régulièrement parce que de la prospection sur LinkedIn, etc., j'en ai formé pas mal des personnes sur le sujet. Et quand je leur expliquais que tout ce qui était awareness, notamment, bah, fallait le faire au travers de la création de contenu et partager du contenu à forte valeur avant ne serait-ce que de parler de sa solution, on me répondait toujours, bah non, mais moi, j'ai pas le temps. Comment je vais faire pour créer tel contenu? Comment je vais faire pour faire mes articles de blog, etc. Aujourd'hui, tu l'automatises avec l'intelligence artificielle. Il n'y a plus d'excuses, quoi, là-dessus. Il n'y a plus d'excuses, non. Encore faut-il avoir envie d'intéresser les gens et de ne pas parler de soi. Mais bon, c'est autre chose. Moi, je peux parler de moi, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux, mais quand vous parlez à un client, parlez de lui. C'est toujours plus sympa. On va passer à la dernière partie, parce que l'heure tourne. Je voudrais qu'on parle un peu de ta vie autour de ta chaîne YouTube, justement. Je te connais un petit peu, donc je vais... Tu sais, peut-être des fois où... Bon, on va pas tirer les grosses ficelles, mais on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Le temps que ça te prend, les implications, l'investissement, ce que tu recherches peut-être. Mais avant de commencer, je sais que tu as testé plein de choses. Tu as été à fond dans Twitter, tu as été à fond dans LinkedIn. À un moment donné, tu as même craqué le code LinkedIn. Je veux dire, tu faisais un post, ça faisait à l'époque où les gens cherchaient les vues. Toi, hop, tu arrives, tu fais des millions de vues direct. Enfin, tu es un craqueur de code, je te connais. Oui. Mais tu as décidé de bifurquer sur YouTube. Bon, ça fait un moment, mais de bifurquer sur YouTube et sur l'IA. Pourquoi tu as pris cette décision-là? Et puis, qu'est-ce que tu as senti immédiatement par rapport à ça?
Alors déjà, tu as raison sur un point, c'est que moi je me lasse très très vite et une fois que j'ai craqué le code, bah, du coup, il faut que je passe à autre chose. Donc j'ai craqué le code sur Twitter, j'ai craqué le code du SEO, j'ai craqué le code sur LinkedIn et il y avait un code qui me résistait, c'était YouTube. En fait, YouTube, j'ai commencé en 2018, mais j'y allais vraiment en mode artisanal, je faisais une vidéo de temps en temps, et cetera et j'ai testé des trucs avec montage, j'ai testé des trucs avec plus de décors, plus de lumière, et cetera et ça marchait pas et donc ça m'a un peu saoulé. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Je vais m'y mettre à fond et il faut que je craque le code de YouTube». Donc maintenant, je pense qu'on n'est pas trop mal, c'est sans doute réussi. Donc ça, c'est déjà la première raison pour laquelle je suis allé sur YouTube, c'est déjà juste pour stimulation intellectuelle et craquer un code que j'arrivais pas à craquer. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, en fait, comme je te le disais précédemment, nous, de l'IA, on en fait depuis 7-8 ans maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des conférences sur l'intelligence artificielle, j'ai fait des formations sur l'intelligence artificielle, 2018, 2019, on parlait déjà de tout ça. Sauf que bah, le grand public n'était pas prêt, et moi, je le voyais aussi dans les formations, c'est que quand on parlait de l'IA, bah, il y avait des objections de ah non, attention, ça va remplacer mon métier. Moi, je veux continuer à créer mon truc. Je veux pas que l'IA envoie des choses ou publie des contenus à ma place, etc. Comme tu le disais précédemment, on avait ces objections-là, pardonne-moi, précédemment. Et du coup, je me suis dit, non, bah ça, pour l'instant, je vais pas en parler. Je vais rester sur l'inbound marketing, la génération de leads. C'est le sujet du moment, les automatisations un petit peu, etc. On a commencé à parler no code. Donc là, je me suis dit, tiens, ça arrive tranquillement. Et en fait, au moment de la sortie de ChatGPT, bah, qui a fait 100 millions d'utilisateurs en quelques jours à peine, c'était le record mondial de toute plateforme Internet, etc. Là, je me suis dit, ça y est, il se passe un truc. On voit des posts sur les réseaux sociaux, les gens s'amusent avec ça. Donc, ils vont être intéressés par l'intelligence artificielle. Et donc, immédiatement, bah, en fait, moi, j'étais prêt. J'avais des use cases, j'avais bah, voilà, j'avais du retour terrain, j'avais de l'expérience déjà dans le domaine. Et donc, bah, en fait, lâcher du contenu sur l'intelligence artificielle, j'attendais juste le coup de sifflet pour démarrer la partie et lancer les choses. Et donc là, je suis parti dès la sortie de ChatGPT en sortant une formation en ligne sur le sujet, en parlant de l'intelligence artificielle immédiatement sur la chaîne et en parlant de manière... en fait, j'ai repris un petit peu les codes du streaming de jeux vidéo, si tu veux. Je regardais pas mal de streaming à l'époque FIFA quand j'étais plus jeune et maintenant le streaming échec, etc. J'ai repris tous les codes du streaming de jeux vidéo et je l'ai appliqué à la pédagogie sur l'intelligence artificielle. Et en gros, bah, je fais des streams, mais en différé, puisque je publie les vidéos sur YouTube, d'astuces, de tutos sur l'intelligence artificielle. Et ça m'a permis, en fait, de publier beaucoup de contenu rapidement. Après, on va voir que ça a demandé beaucoup de temps et que ça a eu un impact et une facture très élevée à payer de mon côté d'un point de vue personnel. Mais voilà, donc ça a démarré comme ça. Et en fait, bah, en publiant du contenu sur l'intelligence artificielle, la chaîne a commencé à accélérer. J'en publiais beaucoup, donc l'algorithme a aimé, a apprécié ça et m'a mis en avant. Et puis, bah, la chaîne a décollé de cette manière-là. Ouais, ok. Ouais, donc tu nous disais, en fait, pour ceux que ça intéresse, hein, le sujet YouTube, parfois, c'est pas la peine de se compliquer trop la vie, hein. Toi, tu es en mode stream, des fois, tu fais des trucs un peu à l'arrache. Bon, le contenu est toujours intéressant, mais ce qui compte, c'est pour toi, ouais, ça a été la régularité, la grosse fréquence de publi, et puis le sujet, boum, des fois, on est à l'intersection des trucs qui font que ça va marcher, quoi. Ouais, il y a Ok. ça. Après, ouais, il y a ça. Il y a des techniques à connaître, etc. Mais grosso modo, de toute façon, sur YouTube, si tu veux réussir sur YouTube, il te faut la fréquence de publication et la régularité. Si t'as pas ça, généralement, les gens abandonnent au bout de 2-3 mois parce qu'ils se disent je fais pas de vues, etc. Mais en fait, si tu restes, ça marche, quoi. Puis tu as eu, t'avais eu tes vignettes signature aussi avec ta tête. Tu as dû Ouais, photographier une 5 à 10 grimaces. Et puis ouais, ça, ça ça a marche été bien, ça. repris. Ça a été repris aussi derrière. On parlera de la parlons-en maintenant. Tu as parlé d'une facture assez élevée. Et moi, j'ai vu Ouais, passer un message en fin d'année où tu étais un peu au bout du rouleau. Je ouais, vois derrière, tu as écrit un livre qui s'appelle la route du bonheur. ouais. Est-ce que tu es sur la route du bonheur là où ta passion te coûte encore beaucoup? Super question, hein. Du coup, je vais te répondre sans filtre, hein, en toute transparence. Donc, du coup, ouais, j'avais fait un burn-out en 2018. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a le livre juste ici. Déjà à l'époque, donc pour d'autres sujets liés au travail aussi également. Mais bref, donc je m'étais relevé de ça. Je pensais vraiment en être sorti, hein, clairement. Sauf que l'algorithme YouTube, comme je te disais, bah, je l'ai craqué, hein. J'ai craqué le code, mais l'algorithme m'a aussi craqué moi. C'est-à-dire que pour craquer le code YouTube, j'ai dû me brûler vraiment et j'en étais arrivé à un stade où il fallait faire 5, 6, 7 vidéos par semaine pour continuer la croissance, etc. Et toi, tu le sais, avec la chaîne YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne gèrent pas de chaîne, c'est moins évident. Tout est fait sur YouTube, notamment avec la partie studio, pour t'engrainer à publier. Et si tu publies moins, tu vas avoir des flèches vers le bas et tu vas voir combien d'audience tu as perdu et tu vas voir combien de likes tu as perdu, d'abonnés, etc.
et puis on va t'engrainer pour partager toujours plus de contenu, et tu te retrouves dans une prison un peu dorée comme ça sur YouTube, où ça marche, où tu arrives à avoir un business qui tourne bien, mais si tu lâches, bah derrière ton business s'arrête net, et puis bah du coup c'est compliqué. Donc ça, j'ai tenu 18 mois quand même jusqu'à l'été 2024, publier 3, 4, 5, 6, 7 vidéos par semaine, donc en allant très très fort, sans compter les vidéos que je publiais dans ma formation. Je crois que j'avais fait le calcul, j'étais à 300 vidéos en un an, en 2024. Donc, ce qui est énorme, quasiment une vidéo par jour finalement. Et du coup, en juillet 2024, là, j'ai refait un burn-out, beaucoup plus costaud que celui de 2018 pour le coup. Et là, je suis encore dedans. Hein. J'essaye de me relever, etc. C'est long, ça va mieux, mais je dois faire attention. Et pour tout te dire en toute transparence, tu me demandes si ma passion me coûte. Oui, elle me coûte encore. Là, j'étais arrivé à un stade où j'ai dû prendre quelques jours de repos et lever le pied, parce que je repartais encore dans les fins fonds du burn-out et je repartais dans un cycle de dépression, etc. Parce que créer du contenu, bah, c'est pas que tout rose, en fait. C'est vrai que les gens voient, et ma femme, je te le disais, elle est prof, donc elle a des élèves qui veulent être youtubeurs, et quand elle voit le niveau de travail que ça demande, ça la fait rire. Derrière, forcément, quand on dit, ouais, je veux être youtubeur, mais j'ai pas envie de travailler, non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, être youtubeur, c'est un vrai métier. On m'avait posé la question sur LinkedIn. C'est un vrai métier. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je passe 40, 50 heures, voire plus par semaine juste sur YouTube, sans compter donc les activités à côté. Et donc ça, c'est pas tenable enfin, il faut trouver l'équilibre, en fait, vie pro, vie perso. Très honnêtement, moi, je l'ai pas trouvé. Je parle avec beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de youtubeurs qui sont même plus gros que moi et qui ont plus d'expérience. Ils n'ont pas trouvé l'équilibre non plus. Et ça, faut vraiment faire attention à ça, parce que l'algorithme, il suffit que tu aies un petit peu un besoin de reconnaissance qui n'est pas encore résolu, ou que tu aies quelques traumas qui te cherchent à trouver toujours plus de validation. L'algorithme va t'essorer et peut te briser quoi, complètement. C'est quoi l'évolution de la chaîne à court terme ou moyen terme? Du coup, déjà, il y a un point qui est essentiel, c'est effectivement bien s'entourer. Donc là, pour l'instant, on vient de passer à 3 personnes. On était 2 personnes dans l'activité. Maintenant, on est passé à 3 personnes. Donc déjà, ça va me soulager de ce côté-là. L'idée, au bout d'un moment, ça sera d'avoir une équipe un peu éditoriale qui va m'épauler un petit peu sur tous ces sujets, parce que la créativité, c'est hyper fatigant. Quand tu dois sortir des sujets, ça va quand il y a de l'actu. Du coup, c'est facile. Hier, j'ai sorti une vidéo qui a bien marché. Bah, il y avait une actualité chaude. Tu sors un truc, ça va vite, ça marche bien. Mais quand il n'y a rien, parce que ça arrive aussi que l'IA, il ne se passe rien pendant 3-4 mois, et toi, tu dois faire vivre ta chaîne toutes les semaines, tu dois trouver des concepts, tu dois trouver des idées, et toi, tu es derrière ton écran avec ton syndrome de la feuille blanche, et ça, c'est compliqué à gérer. Donc, m'entourer, ça va être essentiel, clairement. Ça va être une partie de ma réparation, sinon, j'y arriverai jamais. Et après, l'évolution de la chaîne, en vrai, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et je pense que c'est ce que les gens aiment sur ma chaîne. Et c'est là où je pense que je me démarque de beaucoup, beaucoup d'autres, avec des montages de fous, avec des zooms, des dézooms, des bordels, des mises en scène, des scripts qu'ils lisent, etc., avec des prompteurs, des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai la webcam, je pourrais te montrer le studio, mais j'ai juste une webcam posée ici. J'ai une lumière, j'ai un décor qui me fait plaisir. J'ai juste à allumer l'ordi, à lancer la webcam, et c'est parti. Et je parle comme un streamer de jeux vidéo. Donc ça, je veux garder ce truc-là, le plaisir que j'ai comme un gamer, en fait. Enfin, c'est un peu pareil. Je suis en train de faire le gamer dans l'intelligence artificielle. Ça, je veux pas le changer. En fait, là où il risque d'y avoir du changement, c'est, je pense, dans ma structuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mine de rien, l'audience que j'ai, c'est quand même une audience mature sur le sujet de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que je ne peux pas trop parler des bases de l'intelligence artificielle maintenant, parce que mes abonnés vont pas me suivre. Et donc, si mes abonnés ne me suivent pas, l'algorithme va arrêter de me suivre. Donc là, il va y avoir plutôt, je pense, une diversification d'un point de vue des chaînes. Je vais devoir créer sans doute une chaîne secondaire, etc., pour toucher le grand public qui n'utilise pas encore l'IA aujourd'hui. Écoute, je te propose un petit moment détente. Yes. Je révolutionne pas le monde de l'interview. Je te donne deux choses et tu dois dire. Donc c'est un peu c'est le ça ou ça quoi. En gros, je te donne deux trucs et puis toi tu dois choisir les deux sans réfléchir, sans développer. C'est comme ça. Ok. T'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Alors il y a des trucs, il y a déjà des réponses dans l'interview évidemment. Maintenant, allez on y va. ChatGPT ou DeepSeek? GPT. Tu préfères 1 million d'abonnés YouTube ou 100 auditeurs vraiment premium? Avec 1 million d'abonnés YouTube, tu auras largement plus que 100 auditeurs premium. Automatisé à 100% ou moitié-moitié avec de l'humain? Automatisé à 100% pour mettre de l'humain dans ce qui m'intéresse. Vidéo imparfaite ou chef-d'œuvre? Imparfaite. Gros budget pub ou que du bouche à oreille? Que du bouche à oreille. Conférence en présentiel ou live YouTube?
Question difficile. Dans l'état actuel des choses, bah, en fait, là, je suis conditionné par mon état. Donc, en fait, je vais plutôt préférer conférence en ligne pour le moment, mais conférence en présentiel, c'est quand même incroyable aussi. On reviendra là-dessus juste après. Ok. Partenariat juteux qui te censure un petit peu ou totale liberté de parole? Totale liberté de parole à 100%. Vidéo virale, une seule vidéo virale qui va te faire des millions de vues ou plusieurs vidéos de niche qui fidélisent? Plusieurs vidéos de niche, sans aucun doute. Ok, et ben pas mal. C'est la première fois que je le fais dans l'épisode, donc il faut creuser. Tu nous as dit les conférences en présentiel, t'en as fait. Tu voudrais en refaire. Qu'est-ce qui te plaît dans le présentiel, justement, par rapport à. Il y en a qui vivent que derrière leur chaîne YouTube, même si Ouais. c'est une façon de socialiser. Mais toi, t'aimes encore le. Ouais, le contact humain, c'est hyper essentiel. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai fait des conférences, bah, ce qui est cool, c'est que tu vois dans l'œil des gens qui comprennent les choses, tu vois les yeux qui brillent, tu vois des idées qui émergent. Et ça, tu le vois face à toi. Quand tu es face à ton écran, que tu sors une vidéo YouTube, tu fais une vidéo YouTube. Là, j'ai fait une vidéo YouTube hier qui a fait 50 000 vues en une soirée. C'est énorme, Oh, c'est un truc de ouais, fou. ok. 50 000 personnes qui tombent comme ça, et t'es là, ouais, ok, cool. Mais tu vois pas leur regard, tu vois leurs commentaires, mais c'est pas la même chose. Quand tu fais une conférence, tu as des questions, tu rebondis, tu es vraiment authentique, tu vas pouvoir faire des vannes, etc. J'aime bien faire ça, un peu one-man show quand je fais des conférences, c'est assez marrant. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, tu parles avec les gens. Donc après, il y a le côté selfie un petit peu et tout ça, c'est assez drôle. Mais voilà, juste voilà, de voir dans l'œil des gens qu'il se passe un truc et que tu sais que quand ils vont rentrer, ils vont en parler à leur famille, à leurs amis et que demain, ils vont tester un truc. Moi, ça me fait hyper plaisir parce que je fais ça pour ça, en fait. On parlait du nombre d'abonnés, on parlait du nombre de vues, on parlait du chiffre d'affaires, etc. Très honnêtement, et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal en vrai et que j'arrive pas à trouver le bon équilibre, tout ça, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui me disent j'ai regardé ton truc et regarde ce que j'ai fait avec. Et les gens qui passent à l'action, ça me fait vibrer. Et ça, tu le vois moins sur Internet forcément et tu vas plus le voir en conférence ou en atelier. Ouais, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé de plus fou justement depuis que tu as créé la chaîne et qu'elle marche? Il y a un truc vraiment, tu te dis, ah ouais, ça je m'attendais pas. Ouais, j'ai deux trucs. Tu vois, j'ai un positif et un négatif. Je commence par lequel, tu vois. Donne-nous le positif pour nous donner envie de. En même temps, le positif, je sais pas si c'est un vrai positif, mais parce que c'est un peu dérangeant finalement, mais ça m'est arrivé, c'était l'année dernière, donc en plus j'étais un peu moins connu qu'aujourd'hui, et j'étais à Lisbonne, il y avait une conférence IA là-bas, et mais j'y suis allé avec ma femme et mes enfants, et du coup on se baladait sur la plage à Lisbonne, et là il y a un mec qui s'est mis à me filmer et à me suivre comme ça, en Ah ouais. parlant à quelqu'un au téléphone, ouais c'est le mec de YouTube, etc. Mais sans me demander rien du tout, hein, mais genre, ça arrive. Encore au Havre, tu vois le parvis de l'hôtel de ville, la dernière fois je vois quelqu'un avec son téléphone qui était comme ça en train d'essayer de prendre une photo. J'ai envie de lui dire on s'arrête, tu prends en photo et puis tu t'envoies ça à ton pote sur WhatsApp, il y a pas de souci, je m'en fous. Mais donc ça arrive, ça c'est marrant qu'on m'arrête dans la rue. Ah oui, un truc bien. Ça, c'est un truc bien qui m'a vraiment touché. Je t'ai parlé de mon burn-out tout à l'heure. Début juillet, je pète un câble et je peux quasiment plus sortir de chez moi. Donc, je me retrouve à faire une balade dans une rue à côté de chez moi, qui est une rue paumée, très honnêtement. Il y a une dame qui passe en voiture, qui s'arrête, couvre la fenêtre et qui me dit, elle me dit, c'est Ludo de la chaîne YouTube et tout. Je lui dis oui, machin. Donc, elle est contente de me voir et elle me dit, c'est un truc de fou. Moi, je viens de Rouen. Donc, pour ceux qui savent pas, Rouen, c'est une ville qui est pas très, très loin du Havre. Je suis complètement perdu dans le Havre, j'avais rendez-vous quelque part, je me retrouve dans cette rue, je sais même pas pourquoi je suis dans cette rue, et je tombe sur toi, et c'est un truc de fou. Et ça m'a fait, où je me suis dit, bah tiens, là je suis en train de me casser la gueule, mais elle me dit de continuer, c'est peut-être un signe que je suis quand même sur la bonne voie, et on va se remettre debout, et on va le refaire. Donc ça, c'était, bah tiens, une note positive. Par contre, note négative, et ça c'est hallucinant, parce que je pense pas faire des contenus polémiques, etc., mais j'ai reçu des menaces de mort de gens qui t'appellent, de gens qui te menacent de mort par email, etc. Et je sais pas pourquoi. Ça, c'est des trucs qui arrivent, tu vois. C'est arrivé une ou deux fois. Ouais, bluffant, quoi. Donc, j'ai appelé la personne pour la première fois. Je l'ai appelée pour comprendre. Bon, elle a eu un peu peur. Elle s'attendait pas à ce que je l'appelle, etc. C'est les trolls sur Internet. Une fois que tu leur parles, ça se décompose. Mais voilà, donc ça, c'est arrivé aussi. Donc, c'est les trucs, c'est les aléas du direct, enfin, les aléas de la popularité, j'allais dire. Même si, pour moi, je me considère pas comme populaire, mais Non, ça arrive. c'est vrai que j'avais pas prévu de parler de ce sujet-là, mais quand on voit l'actualité aujourd'hui qui s'est un petit peu accélérée au niveau fait divers, on voit avec le fondateur de Ledger, la famille d'Inoxtag, la création de contenu, l'exposition, c'est important, mais quand on a une famille, il faut savoir. Faut faire ouais, bah, là, ouais, mais c'est carrément un sujet là-dessus parce que même ma famille, moi, commence à me poser des questions parce que bah mine de rien, t'as la chaîne qui croît, tu vas te balader dans un aéroport, tu vas être reconnu une ou deux fois, donc pour l'instant ça reste petit, mais bah si tu continues ton travail et que tu travailles toujours aussi bien, au bout d'un moment ça va devenir un peu plus important. Donc ouais, ça va être un vrai sujet. On s'est fait hacker le compte Instagram il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours.
Enfin, c'est des trucs, moi, je pensais, enfin, pour moi, c'était même pas dans ma tête, en Ouais. fait, ça, que les gens essayent de hacker un truc, machin. Enfin, moi, je fais du contenu pédagogique, je suis plutôt sympa, je veux froisser personne, etc. Je rentre pas dans des débats, dans des polémiques ou quoi. Mais même sans ça, tu te retrouves à te faire hacker, tu te retrouves à avoir des problématiques par email, par téléphone, etc. Ouais, c'est un truc un peu fou, ça. Ouais, ok. Mais écoutez, faites attention, hein, c'est pas tout n'est pas rose dans la création de contenu. Il y a du positif et Ouais. parce qu'on apporte quelque chose, t'apportes quelque chose à la communauté. Clairement, t'en tires du plaisir, mais il y a le revers de la médaille aussi. Mais ne vous focalisez pas là-dessus, on va tenir que le positif. Ça a été une Oui. interview super riche. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup plu. J'ai appris plein de choses en plus. Donc je suis Génial. vraiment content d'avoir fait cet épisode avec toi. Sur Planète Ingé, la dernière minute de l'émission, c'est toujours pour l'invité. Moi, je vous dis abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contenu, partagez-la. On continue d'explorer les sujets tech et pas que avec des ingés et parfois pas d'ingés, mais on est très content de les avoir. Et voilà, donc c'est ta minute promo, Ludo. Et puis après, bah, on va devoir accrocher. Ouais, me jetez pas des tomates en commentaire parce que je suis pas ingénieur, je vous aime bien, je vous aime quand même, on peut pas être parfait. Et du coup, non, la dernière minute, bah, pour moi, donc moi, j'aime pas forcément parler de moi, ce qui peut être paradoxal pour quelqu'un qui se met en avant sur les réseaux. Mais le seul truc que je dirais, c'est que si aujourd'hui vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, que vous n'avez pas encore sauté le pas, faites un truc tout simple. Vous prenez une feuille, vous faites 3 colonnes, vous notez les tâches que vous n'aimez pas faire, les tâches que vous n'avez pas le temps de faire, les tâches que vous aimeriez faire mais pour lesquelles vous n'avez pas les compétences. Vous prenez une photo avec votre smartphone, vous envoyez la photo à ChatGPT. Ça, c'est un truc assez ludique à faire et vous allez pouvoir vous amuser à faire ça. Et vous demandez à ChatGPT comment lui peut vous aider à faire ça. Il va vous guider et vous allez voir, juste ça, c'est magique à faire. En fait, vous allez avoir un petit truc marrant avec une photo. Vous allez voir que ChatGPT arrive à lire ce que vous avez écrit sur votre feuille. Ça va être déjà bluffant. Et il va vous donner des pistes sur comment l'utiliser pour réaliser telle ou telle tâche. Et juste le truc que moi qui me ferait plaisir finalement, parce que c'est vraiment la raison d'être de ma chaîne, comme je le disais précédemment, je veux que les gens passent à l'action et je veux que les gens prennent le virage de l'IA avant de le prendre en pleine face. Faites ça, testez un truc. Et si vous appréciez, si les résultats sont cool et que vous vous dites ah bah oui, bah en fait j'ai gagné du temps juste pour ça, bah vous allez creuser et vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn ou vous pouvez me laisser un commentaire sur YouTube, me dire ce que vous avez fait, que vous avez apprécié ou même envoyer ça à Mathieu pour lui dire que ça vous a aidé et moi ça sera parfait pour moi. Bon, vous mettez ça vous filmez et puis vous mettez ça en commentaire de l'épisode. Ça fera plaisir à Ludo. Moi, ça me fera plaisir aussi. Bah, merci beaucoup, Ludo. Merci de ta dispo. Je te souhaite vraiment Merci à toi. bon courage pour le développement de ta chaîne. Continue de nous faire plein de tutos super sympas, qu'on s'amuse. Et puis, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous mettre à l'IA demain. Je vous souhaite tous une bonne journée. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, la vaisselle, du jogging, ou vous travaillez en écoutant YouTube, ou vous programmez votre premier agent IA. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Restez avec moi, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Merci à toi Mathieu.